Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce QCM de révision de physique de première année sur l'induction. On va traiter ici du cas des rails de Laplace avec l'exercice qui vous est présenté ici, extrait de QCM de l'ENAC 2017. Alors je vous laisse lire le, le contexte de l'exercice. On va traiter question par question et donc à chaque fois on fait sur pause au moment de la question, on prend le temps de réfléchir avec un papier et un crayon et puis après on lit le corrigé pour s'auto-corriger. Donc dans un premier temps, on nous demande de déterminer l'expression de la force de Laplace qui s'exerce sur le barreau. On rappelle ici que la force de Laplace, c'est la force qui s'exerce sur un conducteur électrique parcouru par un courant I et placé dans un champ magnétique extérieur B. Alors, la formule qu'on doit connaître pour la force de Laplace, c'est celle qui s'exerce sur un petit tronçon de conducteur, donc ici entre deux points infiniment proches, et donc on repère ce tronçon de conducteur par un vecteur élémentaire delta L. On oriente delta L dans le sens de I, c'est extrêmement important pour écrire la force de Laplace, et dans ce cas-là, la petite force de Laplace qui s'exerce sur ce tronçon conducteur parcouru par un courant I est caractérisée par un vecteur élémentaire delta L, c'est la petite force de Laplace I delta L vectoriel B, où B, le champ extérieur dans lequel est placé ce petit conducteur. Alors ici, on nous demande de calculer la force de Laplace s'exerçant sur tout le barreau Mn. Eh bien, on va donc découper ce barreau en petits barreaux élémentaires repérés par un vecteur delta L, orienté dans le sens de I, et on va dire que la force de Laplace, ça va être la somme des forces de Laplace subies par tous les petits tronçons delta L compris entre M et N. Et dans ce cas-là, je remplace par I delta L vectoriel B, pardon. Et on va exprimer chacun des vecteurs. Delta L, c'est un vecteur infinitésimal, donc il y a une petite longueur delta L orientée suivant UY. On projette les vecteurs pour pouvoir exprimer le produit vectoriel. B, nous voyons qu'il est orienté suivant UZ. UY vectoriel UZ va donner UX, ce qui va donner que la force de Laplace, c'est égal à l'intégrale entre M et N de I delta L et B UX. I et B sont les mêmes en tout point entre M et N, donc je peux les sortir de l'intégrale. Et donc on aura la force de Laplace totale qui sera égale à IB intégrale entre M et N de D, la petite longueur delta L, donc cette petite longueur là. Je peux aussi sortir le vecteur UX car c'est un vecteur constant. Et donc il me reste delta L entre M et N, et ça fait IBL UX qui était la réponse attendue. Dans cette deuxième question, on nous demande ainsi de déterminer l'équation du mouvement de la barre. Eh bien, on va appliquer ici la seconde loi de Newton au système barre, donc dans le référentiel Thérèse galiléen, ce qui va donner en projection sur l'axe EX m fois l'accélération, donc mx point point, égale la projection de la force de Laplace Fl scalaire UX, c'est-à-dire égale IBL. Alors, on sait donc que le barreau est de longueur L. M, c'est la masse de ce barreau. Et nous, l'énoncé nous donne la masse linéique du barreau, de telle sorte que la masse linéique, ρL, c'est la masse du barreau sur sa longueur. Donc, en reprenant l'équation précédente, on a ρL fois x point point égale I fois B. Autrement dit, x point point égale IB sur OL. On nous demande désormais d'exprimer la FEM d'induction qui apparaît dans le circuit en raison du mouvement de la tige. Alors pour répondre à cette question, nous allons utiliser la loi de Faraday
qui dit que la FEM qui apparaît dans le circuit, c'est moins la dérivée du flux de B sur dt, où le flux de B, c'est l'intégrale du champ magnétique sur la surface définie par notre circuit. Ça marche quand on étudie des circuits filiformes, ce qui est le cas ici, puisque notre circuit est clairement défini par un contour qui est une ligne. Donc, on peut appliquer cette formule. Alors, il faut être vigilant quand on applique cette formule à l'orientation de E, puisqu'elle est directement connectée par ces formules à l'orientation de delta S qui est un vecteur normal à la surface définie par le circuit. Mais a priori, j'aurais le droit d'orienter delta S comme ça, ou delta S comme ça. C'est un choix de convention que je fais comme je veux, que je choisis, pardon. Et par contre, l'orientation de E va découler de l'orientation de delta S par la règle de la main droite. Autrement dit, si j'oriente delta S comme ça, E devra nécessairement être orienté comme ça, une FEM dans ce sens-là. A contrario, si j'oriente delta S dans ce sens-là, E devra nécessairement être orienté par la règle de la main droite dans cette direction-là. Ça vient du fait que pour déterminer la relation de Faraday, ici, on peut le faire à partir des expressions de Maxwell et du théorème de Stokes, et ça nous implique, quand on fait ça, des conditions sur l'orientation de E et de delta S. Alors, toutefois, ici, delta S n'est pas défini dans l'énoncé, donc on peut se poser quand même la question de comment définir E. Eh bien, quand on nous dit rien de particulier, on va toujours se mettre en convention générateur pour E par rapport au sens du courant qui a été défini. Et là, donc, c'est ce qu'on va faire. Car il n'y a pas d'indication particulière. Donc dans ce cas-là, on va définir delta S dans le sens de la main droite, comme ça, ce qui nous fait que le flux de B, ça va être l'intégrale de B. Alors pour calculer le produit scalaire entre B et ds, on va les projeter, B uz. Delta S, on voit que c'est delta S porté par uz, puisqu'il vient vers nous. Donc ça fait l'intégrale double de BDS, et comme B est uniforme, sur la surface, je peux le sortir, et on aura donc B fois la surface qui est donc la hauteur L, fois cette longueur-là, qui est la position du barreau par rapport à une origine qu'on peut placer ici, et donc S serait ici Lx. Donc la FEM, qui est moins dφ sur dt, eh bien, va nous donner moins BLX point. Avec une FEM orientée vers la gauche. Si on avait fait le choix d'orientation contraire, on aurait trouvé un plus. Alors, on nous demande désormais de trouver la relation entre x point I et U. Donc, vous voyez, si on essaye de suivre la logique de l'exercice, on nous a d'abord fait calculer FL, qui nous a permis, donc la force de la place, d'écrire la seconde loi de Newton et de trouver mx point point égale FL, ce qui nous a donné ce qu'on appelle l'équation mécanique du système, qui reliait, c'est une première équation qui reliait x par sa dérivée seconde au courant, et donc on a deux inconnus, le x et le courant, on n'a qu'une seule équation, l'équation de mécanique, donc il nous faut une deuxième équation qu'on appelle l'équation électrique. Cette équation électrique, on la trouve, c'est ce qu'on va faire maintenant, à partir de la FEM d'induction qu'on vient de calculer, et cette FEM d'induction, on va l'insérer dans le schéma équivalent de notre circuit filiforme, et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va appliquer une loi d'émail à partir du schéma équivalent, et cette équation électrique, c'est ce qui nous est demandé dans cette question. Une fois qu'on aura l'équation électrique, on aura une deuxième relation entre x ou une de ses dérivées et le courant, c'est ce qu'on va faire dans cette question, et deux équations, deux inconnues, ça nous permet ensuite de résoudre complètement les équations associées à ce système et de trouver le mouvement de la barre. Alors comment on fait pour appliquer la loi d'émail? Il nous faut un schéma équivalent. Alors le schéma équivalent de tout circuit filiforme soumis à l'induction, eh bien, ce sont les éléments initialement présents dans le circuit, donc la source de tension U. Tout conducteur électrique est assimilable à sa résistance interne, R, et puis on doit mettre la FEM, et la FEM, nous avions dit que nous l'avons orientée dans le sens de I, donc vers la gauche, comme cela. Une fois qu'on a fait le schéma équivalent, eh bien, on rappelle l'expression de E trouvée dans la question précédente, on applique la loi d'émail, qu'on l'a dans ce sens-là, on va trouver que, donc, j'appelle UR cette tension-là qui vaut RI, on a moins UR plus E plus U qui est égal à 0,
Autrement dit, en remplaçant E par moins BLX point, on a U qui vaut UR plus BLX point. Et donc, à partir des équations mécaniques et électriques précédentes, on va pouvoir trouver deux équations découplées, une uniquement avec I, une uniquement avec V, et qu'on va savoir résoudre. Et donc, c'est ce qu'on vous demande désormais. Donc, pour cette dernière question, on va reprendre d'une part l'équation électrique et d'autre part l'équation mécanique, donc avec V qui est X point. Et ce qu'on va faire, c'est qu'elles sont couplées, puisqu'elles font intervenir à la fois I et X, toutes les deux. On va les découpler. Alors, une première manière de faire, c'est par exemple de remplacer I, qui est ici, en isolant I dans la première équation. C'est-à-dire que la première équation nous permet d'écrire que I égale U moins BLV sur R, ce qu'on va remplacer dans cette équation-là, ce qui nous permet d'obtenir cette équation-là de V point. Et en faisant passer le terme en BLV de l'autre côté du signe égal, on a cette première relation qui est l'équation d'ordre 1, l'équation différentielle d'ordre 1 vérifiée par V. On peut donc identifier ici le terme en 1 sur taux. Et maintenant, si nous voulons obtenir l'équation différentielle vérifiée par I, nous remarquons que I, c'est ρ L V point sur B, et donc on va dériver ici l'équation que nous venons d'obtenir. Le second membre étant constant, la dérivée va donner 0, et quand on dérive, ça va faire V point point plus 1 sur taux V point égale 0, et comme V point point, ça peut être directement relié à DI sur DT, eh bien on trouve que l'équation au final, c'est DI sur DT plus 1 sur taux I égale 0.